Amis sportifs inconditionnels de football, amis internautes, bienvenue à votre émission Matin Sport. Aujourd'hui, nous allons encore analyser le football, le bon jeu avec nos invités. Et donc, vous faites bien de nous suivre, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons pouvoir donc décrypter et scruter le parcours des cadres de la Liga. Entendez donc le Real de Madrid, le FC Barcelone, avec toute la déception des fanatiques de ces deux clubs. Nous allons pouvoir donc analyser et voir également qu'est-ce que cela nous réserve comme donc visage en ce qui concerne l'affiche de la finale. Vous le savez, PSG et Inter de Milan, c'est l'affiche pour cette finale de la Ligue des Champions. Et vous aurez droit également aux analyses de nos invités sur le championnat béninois. Voilà ce qui nous rassemble, mesdames et messieurs. J'ai l'insigne honneur de vous présenter mon premier invité. Il a nom François d'Assise Amassiouan. Il est commentateur à Plus Bénin. Bonjour. Bonjour Romuald, merci de me faire l'amitié de m'inviter. Merci pour la disponibilité également. Chabi Yahi, il est bien connu du grand public, mais peut-être ce que vous ne savez pas, c'est un passionné de foot. C'est un féru également du FC Barcelone. Bonjour. Bonjour Romuald, merci pour l'invitation. Merci pour la disponibilité aussi. Et déjà, avant de pouvoir donc décrypter un peu le parcours du Real de Madrid et du FC Barcelone, l'affiche de la finale, qu'est-ce que cela vous dit? Quelle est la lecture que vous en faites? Je pense que Paris Saint-Germain, Inter Milan est l'affiche rêvée des aficionados de football. Je pense que ces deux équipes sont des équipes qui ont fait un excellent parcours. C'est les équipes les plus complètes et surtout les plus équilibrées du tournoi. Vous avez la même appréhension, François d'Assise? Oui, mais au-delà de ça, c'est que pour moi, c'est une affiche inédite parce que au début de la saison, je ne pense pas qu'il y ait un bookmaker qui ait mis une petite pièce sur ces deux équipes en prédisant cette finale inédite, comme je le disais, donc entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Mais on a vu que c'est quand même deux équipes qui ont fait preuve de constance, qui ont respecté, je dirais, les principes fondamentaux même du foot et qui, aujourd'hui, au bout de la saison, sont, je dirais, avant la finale, les deux meilleures équipes européennes. Est-ce qu'il y a l'une de ces équipes qui, quand même, on pourrait dire, sur la feuille, pas favori de ce trophée-là? Non, je dirais que c'est des 50-50, parce que quand vous regardez par exemple le parcours du Paris Saint-Germain qui a quand même éliminé des clubs majeurs, je pense à Aston Villa, à Liverpool, voilà, ce n'est pas rien. Et puis en phase de poule, ils ont aussi éliminé, damé le pion, pardon, à Manchester City. Donc carrément, tous les meilleurs clubs de la Ligue anglaise sont passés à la trappe devant cette équipe française. Et puis l'Inter Milan, il y a de la cohérence, il y a de l'idée depuis des années maintenant que Simone Inzaghi est là. Ça fera la deuxième finale pour l'Inter. Et donc après celle perdue face à Manchester City. Et donc ça veut dire que ces deux équipes qui voilà, ne sont pas arrivées là par hasard, même si on ne les attendait pas. Elles ont travaillé dans l'ombre pour être là. Et donc pour moi, c'est une finale pratiquement indécise. Et voilà, c'est du 50-50 pour vous aussi? Pour moi, c'est des 50-50. Ce sont des équipes équilibrées. C'est des équipes qui ont un plan de jeu cohérent et qui, je pense, sont les équipes qui ont le plus grand vécu parmi les demi-finalistes. Quand vous regardez Arsenal et l'FC Barcelone n'est plus en demi-finale depuis 2015. Vous regardez Arsenal, leur dernière demi-finale date de 2008, donc ça fait presque 16 ans. Et je pense que les deux équipes qui ont le plus grand vécu, Paris Saint-Germain, ils sont à 4 demi-finales sur les 6 dernières années. C'est les équipes qui ont le projet le plus cohérent, qui sont régulièrement là, qui ont un coach qui fait un travail sur la durée. Avec Luis Enrique qui l'année passée était déjà en demi-finale. L'Inter Milan qui a fait la finale face à City en 2023. Donc je pense que les équipes qui avaient la plus grande expérience de ce niveau sont passées. Très bien. En tout cas, on attend pour pouvoir vivre avec toutes les émotions liées donc à cette confrontation, cette très belle finale, parce que je présume et je pressens qu'il y aura une très belle finale. On revient maintenant donc à ces grands de la Liga qui devraient nous offrir en réalité, peut-être qu'ils devraient se retrouver en finale. Je suis en train de parler du Real de Madrid et du FC Barcelone. Déjà, quand on prend le FC Barcelone, on sait que mardi soir, l'élimination a été constatée après quand même un match fou. Déjà, quel est le regard que vous portez sur cette confrontation? Sur l'élimination du FC Barcelone. Exactement. Non, mais écoutez, c'était un match spectaculaire. Franchement,
quand vous regardez la confrontation à l'aller et même la confrontation au retour, que vous soyez supporter ou pas, si vous aimez juste le foot et que vous vous mettez devant ce match, c'est que vous êtes aux anges par rapport au scénario, par rapport au fait de jeu, l'intensité, c'est que vous appréciez. Et quand vous avez dépensé peut-être des centaines d'euros pour acheter votre ticket et être sur le terrain, c'est que vous n'êtes pas déçu. Vous avez largement amorti votre investissement. Après, par rapport au scénario et par rapport au FC Barcelone, puisque c'est de ça qu'on est en train de parler, je trouve que l'équipe a peut-être péché un peu par naïveté, parce que quand vous prenez le foot, il n'y a pas que du tout pour l'attaque. Il y a aussi un peu de vice, il y a aussi un peu de malice. Et je crois que ça a manqué au FC Barcelone à des moments cruciaux de la rencontre, notamment sur l'égalisation. Je trouve qu'il y avait moyen de faire la faute. Ils ne l'ont pas fait. Le joueur est allé. Voilà, ils ont fait le centre. Ils ont égalisé. Pareil pour le but obtenu en prolongation. Il y avait moyen de faire des fautes qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et je pense que c'est peut-être aussi la jeunesse de cette équipe. Il y a un manque d'expérience pour vous? Oui, parce que, voilà, tout pour l'attaque, ok. Mais à des moments donnés, voilà, il faut, à 3 minutes de la fin, vous menez. Vous étiez mené 2-0, vous réussissez à faire une remontée spectaculaire. Vous ne pouvez pas vous permettre d'encaisser un troisième but. Pour moi, c'est une erreur professionnelle. C'est que ce n'est même pas pardonnable. Que ce soit Gérard Martin ou Araujo, ils sont passés à côté, surtout Araujo, qui lui, si on comptabilise, je ne suis pas sûr qu'il soit rentré dans le cœur des supporters barcelonais. En tout cas, on reviendra sur les cadres. Oui, justement, pour terminer sur Araujo, il y a déjà eu l'épisode de la saison écoulée face au Paris Saint-Germain où il coûte un penalty et une expulsion, il me semble, et il remet encore le couvert cette année. Pour moi, les supporters du FC Barcelone n'ont pas à rougir parce qu'ils ont présenté un visage qu'on n'attendait pas. Mais voilà, il y a eu ce manque d'expérience qui leur a porté beaucoup de préjudice. Très bien. En tout cas, le score, on le sait, 4-3. Vous vous attendiez justement à ce résultat, vous qui êtes passionné de foot, mais vous êtes également un supporter de FC Barcelone. En réalité, lorsque le tirage au sort a été fait, je m'attendais à ce que ce match soit difficile. Et je m'attendais à ce que l'équipe qui puisse sortir l'FC Barcelone soit cette Inter Milan. Parce que c'est l'équipe la plus cohérente. Vous regardez la défense qui est mise en place. Il y a une résistance énorme. Une résistance énorme. Vous regardez Bastoni, à Serbie, vous regardez les pistons qu'ils ont, vous regardez le milieu de terrain, Mkhitaryan, Barella et consorts. Vous voyez que c'est une équipe qui est solide et qui devant un pivot avec Thuram, Lautaro Martinez, c'est une équipe complète et les gens oublient. Yann Sommer, le bourreau de l'équipe de France à l'Euro 2021, c'est une équipe complète sur toutes les lignes. Je pense que ce qui a manqué FC Barcelone, comme François, c'est du vice. À un moment donné, oui, le beau football, mais il reste 2 minutes. Et à 2 minutes de la fin, Yamal prend le ballon, il doit s'exiler au poteau de corner et laisser passer le temps, laisser égrener le temps et dès qu'on le touche, tomber. C'est le métier. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris le ballon et qu'il a essayé de mettre le 4e but, poteau, touche, et le jeu a continué. Longue balle de Sommer, déviation, faute sur Gérard Martin qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Et finalement, but de Serbie, 37 ans, défenseur central, qui se retrouve en duel avec Araujo à 2 minutes de la fin. Disons que si vous n'êtes pas un supporter du FC Barcelone, vous allez adorer ce match. Si vous êtes un supporter du FC Barcelone, vous n'allez pas analyser ce match de la même manière parce que vous voyez que vous êtes passé à un chouïa, à 2 minutes d'aller à Munich. Et je pense que c'est important. Les plus grandes victoires dans le football commencent souvent par des défaites. Je vous rappellerai l'épisode de la France. Pour vous également, il y a un manque d'expérience. Un manque d'expérience de Gérard Martin qui n'a pas su vendre la faute. Et c'est comme ça, vous voyez, dans le football de haut niveau, vous regardez même le penalty sur Lautaro Martinez, il voit Koubarsi qui arrive. C'est à l'expérience, il obtient l'expérience. Il met le pied comme il faut parce qu'il sait que Koubarsi est obligé de le toucher avant de toucher le ballon. Exactement. C'est le métier. Et je pense que Koubarsi, dans 5-6 ans, ne fait pas cette faute. Mais aujourd'hui, il a 18 ans, il fait la faute. Et Lautaro Martinez sait vendre les fautes. Mkhitaryan, Barella, Bastoni, ils ont du métier. Et je pense que c'est ce qui manque à CFC Barcelone. Vous regardez l'équipe, vous regardez Koubarsi, 18 ans,
Yamal n'a pas encore 18 ans. Vous regardez Rafinha n'a jamais joué en demi-finale de Ligue des Champions. Pedri, jamais joué aussi. De Jong, une fois, je pense, avec l'Ajax il y a quelques années. Vous regardez en défense, Gérard Martin jouait en D3 espagnol il y a à peine un an. Vous regardez Eric Garcia, il joue à ce niveau. Et vous regardez Chesney, il était à la retraite il y a 6 mois. C'est une équipe qui n'était pas du tout positionnée pour être à ce niveau-là. Et donc le manque d'expérience est une excuse? Ce n'est pas une excuse, il y a le manque d'expérience. Oui. C'est très important. Et il y a aussi le fait que Barcelone n'a pas été efficace. Je vais vous rappeler les statistiques. 9 tirs cadrés, 7 buts. À ce niveau, vous ne pouvez pas quand même penser soulever la coupe lorsque presque chaque tir cadré est un but. Et je pense que Barcelone a péché par manque de réalisme. Nous avons une équipe qui a joué toute l'année à l'offensive. Et on a vu les résultats, parce que 160 buts, presque plus de 40 buts en Ligue des Champions. C'est prolifique. Prolifique, spectaculaire. Mais en même temps, passer 6 buts à l'Inter Milan, qui jusque-là avait encaissé juste 2 buts sur le long de la compétition, c'est très important. Donc on peut aussi relativiser ce manque d'adresse devant les buts. Je crois que le malheur du FC Barcelone est d'être tombé sur un très grand gardien. Parce que Yann Sommer a été présent et a été décisif au moment où il faut. Parce qu'en prolongation, il y a aussi cet enroulé de Lamine Yamal qu'il va chercher et qu'il va sortir. Exactement. Voilà, et franchement, c'était un bel arrêt. Oui, il y a eu, et même avant ça, il y a eu aussi le pointu de Lamine Yamal face à face qu'il rate un peu. Et puis lui aussi, il a quand même, l'opportunité de se saisir du ballon. Et donc, Chesney, est-ce qu'il faut l'en vouloir? Je ne sais pas. Mais en même temps, quand on regarde les buts, on ne peut pas je dirais pas, lui attribuer un but de façon personnelle en disant que c'est de sa faute à 100%. Mais reconnaissons quand même que dans ces matchs, on l'a vu avec le Real par le passé pour les finales face à Liverpool ou face à Dortmund. On a vu comment Thibaut Courtois a été très important, a été très décisif. Je me rappelle de la finale face à Liverpool, les nombreux arrêts face à Salah. C'est la même chose aujourd'hui avec Yann Sommer qui, même si à l'arrivée il encaisse 6 buts, il y a quand même des parades nécessaires qu'il a eu à faire pour maintenir son équipe à flot et pour assurer la victoire à son équipe. Très bien. Est-ce que les cadres du FC Barcelone étaient au rendez-vous? Je pense que je vais déjà commencer par le poste de gardien. C'est vrai, mais il faut regarder quand même la confrontation du match aller. Sur les 3 buts de l'Inter, il y a 2 corners. C'est les 2 corners. Chesney ne sort pas. Pour gagner la Ligue des Champions, vous pouvez avoir la meilleure équipe. Il va vous falloir quelqu'un devant qui met les buts, quelqu'un derrière qui empêche les buts. Ces dernières années, vous regardez les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, nous parlons de très grands gardiens. Nous parlons de Mendy à Chelsea, nous parlons de Courtois, nous parlons d'Ederson, nous parlons des plus grands gardiens. Barcelone n'a pas de grands gardiens. Et ça s'est vu. L'arrêt de Sommer, c'est un arrêt qui peut vous permettre de gagner la coupe. Barcelone a encaissé sur presque chaque tir cadré. Donc, pour moi, Chesney a fait ce qu'il a pu, mais il n'est pas, en ce moment, un des plus grands gardiens du monde. Et donc, peut-être aller au tir au but aussi pouvait montrer toutes les lacunes. Exactement, il devait faire un arrêt. Je ne sais pas, ça peut être sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième. J'ai parlé du match aller. Oui. Il devait faire l'arrêt qui aurait dû nous permettre aujourd'hui de dire il a fait un grand match. Grâce à lui, Barcelone est allé en finale. Par rapport au grand cadre, il y a eu beaucoup de déceptions. On a parlé tout à l'heure, on parle maintenant du gardien. Il y a Dani Olmo qui est le seul transfert, même s'il a mis un but. Match retour, j'ai trouvé que c'était très insuffisant. C'est le seul transfert de Barcelone cette année, 60 millions d'euros. Très difficile à enregistrer avec les difficultés que le club a, avec la Liga, avec les difficultés financières que le club a. Il n'a pas été au rendez-vous. C'est ce match, c'est sur cette double confrontation qu'il doit démontrer pourquoi on est allé le chercher à Leipzig pour 60 millions d'euros. Il n'a pas fait le boulot. Ferran Torres, je pense qu'il est limité, il fait ce qu'il peut. Oui. Et je trouve qu'il fait une saison pas mal. Mais pour aller en finale de Ligue des Champions, il fallait que Yamal soit mieux accompagné. Rafinha met le but à la fin, mais on ne l'a pas vu du match. Je pense que c'est un match où on a pu voir l'éclosion, pour moi, aujourd'hui, du meilleur joueur du monde, qui, à moins de 18 ans, a été capable sur une demi-finale de Ligue des Champions. Moi, je vous le dis, moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu Lionel Messi, j'ai vu Rivaldo, j'ai vu Ronaldinho, j'ai vu les plus grands. Mais à cet âge-là, je n'ai jamais vu une performance individuelle. Un joueur qui a 18 ans, comme on dit, est déterminé, courageux, porte son équipe sur 120 minutes. Et prend des initiatives énormes. Prend des initiatives énormes. Annonce qu'il fera un grand match avant, ce qui peut être
disons, comme une prétention. analysé comme étant de l'arrogance. C'est pas, mais non, disons, dans son cas, je pense que c'est plus de l'assurance. Il est venu, il a joué 2 matchs de haut niveau. Et je pense que sans Sommer, ce match, on ne dit pas la même chose aujourd'hui. On serait là en train de vanter les louanges de Barcelone qui a réussi à faire la deuxième remontada. Oui. Mais je pense que la seule différence entre Barcelone et l'Inter, c'est pas la seule. Il y a plusieurs différences. C'est l'expérience de ces cadres-là. Oui. 2, il y a la profondeur de banc. Barcelone n'a pas ces 2 latéraux titulaires, Koundé et Baldé. Ils sont obligés de mettre Eric Garcia latéral droit, Gérard Martin latéral gauche. Lewandowski, meilleur buteur de l'équipe, n'est pas là. Et ça s'est vu. Pendant ce temps, pendant que Barcelone ne pouvait pas mettre de meilleurs joueurs comme remplaçants, on a mis Gavi et consorts, mais l'Inter a fait 6 changements dans ce match. Et les changements ont permis à l'Inter de maintenir le niveau de jeu. Je dirais que la profondeur de banc de l'Inter, quand l'Inter fait un changement, le remplaçant est à peu près au même niveau que le titulaire. Et ça s'est vu. Barcelone n'avait pas les moyens en début d'année de doubler tous les postes. Et on l'a payé, ce qui fait que vous regardez Koundé avant ce match, sur 54 matchs de Barcelone, il en a joué 53. C'est la raison pour laquelle il a une blessure musculaire qu'il a atteint à la dernière minute. Mais est-ce que le choix de Lewandowski, peut-être de façon qu'il entre comme ça, est-ce que c'était un meilleur choix? Je pense que pour moi, c'est facile de parler après. Mais pour moi, l'entrée d'Araujo a totalement déstabilisé la défense. En réalité, c'est Inigo Martinez. Inigo Martinez commence à ressentir des douleurs. On fait rentrer Araujo parce qu'on estime qu'il est rapide. Le changement n'est pas mauvais. C'est ça, le changement n'est pas mauvais. Araujo peut être mauvaise. Catastrophique. Tactiquement, le faire rentrer à ce moment clé de la partie, ce n'est pas un mauvais coaching. Bien sûr. Maintenant, après, tu peux faire rentrer un joueur dans le match et il n'est pas au niveau. Absolument ou alors pas. Il sort une prestation catastrophique. À la limite. Totalement. À la limite, pardon. Totalement. Maintenant, pour revenir à l'absence des cadres ou pas, est-ce que l'analyse serait la même si le FC Barcelone était passé? Est-ce que pour vous, les cadres étaient au rendez-vous? Est-ce que les cadres étaient là? Pour moi, ils ont fait ce qu'ils doivent faire et ils ont fait ce que des joueurs de leur âge pouvaient donner. Quand vous prenez Gavi, quand vous prenez Pedri, je ne sais pas ce que vous pouvez reprocher à leur rendement. Et même quand on parle de Dani Olmo, mais son but change tout. C'est important. Et ce but, c'est aussi du flair. Lorsque vous voyez l'appel et qu'il part derrière et qu'il part de très loin pour venir surprendre la ligne défensive, cette ligne si expérimentée que vous avez louée tout à l'heure, ce n'est pas rien. Pour moi, il fait son match. C'est quelqu'un peut-être aussi qui, d'une manière... Mais pour certains observateurs, c'est un service minimum. C'est un milieu de terrain, on lui demande de créer des occasions et puis il a essayé de le faire. Et je trouve aussi que c'est peut-être aussi quelqu'un de frustré parce que ça, les gens oublient de le dire, mais regardez le long de la saison, le nombre de remplacements que Dani Olmo a subi et il sort la mine renfermée. En championnat, récemment, on l'a même vu pestiférer un tout petit peu quand Hansi Flick l'a fait remplacer. Peut-être aussi que le discours de l'entraîneur, pour le moment, n'est pas, je dirais quoi, adapté à lui parce que chaque entraîneur a son style, il y a la rigueur allemande, tu fais ce que je te demande, mais il y a des joueurs qui ont envie d'être cajolés, ont envie qu'on leur explique la méthode, et je trouve même que ces derniers temps, eh bien voilà, il a fait ce qu'il pouvait et il trouvait qu'il avait la capacité de prouver sur le terrain. Il ne comprenait pas justement ces changements très rapides que Hansi Flick faisait. Et donc pour moi, les joueurs étaient au rendez-vous. Ferran Torres, ce n'est pas un pur neuf. Et donc ne lui demandez pas de faire les appels que Lewandowski pouvait faire. Ne lui demandez pas de faire le jeu en pivot que Lewandowski pouvait faire. Et ne lui demandez pas d'être présent sur les corners comme ce que Lewandowski peut faire. Et puis, il y a aussi l'autre point fort de Lewandowski, c'est que fisser la défense sur les longs ballons, réceptionner, faire reculer la défense centrale de l'Inter afin de permettre aux alliés de monter. Ça, ils n'ont pas la capacité de faire. Là où je suis d'accord avec Xavi, c'est par rapport à la profondeur du banc. On a remarqué que l'absence d'un garçon comme Koundé, que l'absence de Lewandowski, il est rentré très tardivement, encore que je trouve que Hansi Flick aurait dû le faire rentrer un peu plus tôt. Il a attendu carrément les derniers instants. Mais pour certains, il ne devrait pas rentrer. On aurait pu peut-être faire de la résistance plutôt que de l'offensive. Prenez le tableau de bord du match et vous regardez le nombre de corners du FC Barcelone et vous me direz après si Lewandowski était dans la surface de réparation, si ce serait la même chose. Parce que défendre sur Ferran Torres,
ce n'est pas la même chose que de défendre sur Lewandowski. Voilà. Et il a eu une balle de match, Lewandowski, qu'il a raté. Qu'il a raté, effectivement. Très bien. Maintenant, le sélectionneur. Qu'est-ce que vous, durant ce parcours-là européen, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pour analyser le travail d'Hansi Flick, il faut faire, disons, le contexte. Dans quel contexte Hansi Flick arrive à Barcelone pour apprécier sa saison? Barcelone a été sur le toit du monde entre 2008, 2009 jusqu'en 2012. Ils ont regagné la Ligue des Champions en 2015. Après 2015, Messi a été mal accompagné et nous avons vu les déconvenus en Ligue des Champions. Les remontadas face à la Roma, face à, disons, à la Juventus, les éliminations, le 8-2 face au Bayern, 4-1 face au PSG, etc. Barcelone a un nouveau président, Laporta, qui vient. Avec Laporta, il y a des réformes. Presque 1 milliard de dettes qu'il est venu trouver. Ce milliard de dettes empêche Barcelone de pouvoir recruter comme il le faut. Hansi Flick arrive, après Xavi, qui a quand même remonté le club à ce niveau, a mis des jeunes dans l'équipe, un peu comme celui qui était là avant lui, a permis à Gavi, Pedri, Baldé, c'est Xavi qui fait venir qui fait monter tous ces jeunes-là. Pedri, il était là quand Xavi est arrivé, et il lui fait confiance. Nous avons un sifflet qui arrive, il n'y a pas d'argent. Cancelo s'en va, Sergi Roberto s'en va, etc. Il n'y a qu'un seul transfert qui est fait, qui est Dani Olmo. Raison pour laquelle je suis plus dur avec Dani Olmo, parce que j'estime que il y avait des attentes qui étaient placées. Il y avait des attentes. Ce qu'on attendait de Dani Olmo, ce n'est pas de mettre le 6e but face à Valladolid. Ce n'est pas de mettre le 4e but face à Osasuna. Si on a mis 60 millions d'euros sur Dani Olmo, c'est pour que sur la double confrontation, il fasse la différence. Au match retour, il perd le premier ballon qui permet à l'Inter de mettre le but. Vous surestimez aussi son niveau global. Je suis d'accord. Peut-être que Dani Olmo est limité et n'est pas à ce niveau. Mais j'ai vu Dani Olmo à l'Euro et je pense qu'il est capable de mieux. Je pense que... C'est pas le même entourage. C'est pas le même entourage. C'est vrai que l'Espagne, il a Pedri quand même à côté. C'est vrai, mais ils ont Zubimendi, ils ont j'ai oublié son nom, celui d'Arsenal. Et il est peut-être mis entouré au milieu de terrain. Et je pense que quand on analyse un peu ce contexte-là, Hansi Flick a fait un travail formidable. Moi qui suis là, si vous m'aviez demandé qu'est-ce que tu espères sur cette saison, je vous aurais dit, si on arrive à faire le doublé national et ne pas être ridicule en Ligue des Champions, ça me va déjà. Je ne m'attendais pas à ce combat. Et donc, pour un passionné comme vous, pour un féru donc, du FC Barcelone, je pense vous êtes satisfait. Regardez l'équipe. Vous avez quand même un latéral gauche, Baldé, qui est encore un jeune. Nous avons Koundé, c'est vrai, expérimenté. Dans les cages, nous avions Ter Stegen qui a été blessé presque toute l'année. Inigo Martinez, plus de 30 ans, qui était à Bilbao pendant des années. Je ne l'ai jamais vu au haut niveau. Nous avons Koubarsi, un jeune de 18 ans. Nous avons Casado, les jeunes de l'équipe réserve. Nous avons Pedri, c'est vrai, mais qui était tout le temps blessé. De Jong, depuis 2-3 années, c'est le yo-yo. Nous avons Yamal, un petit de 18 ans. On ne sait pas ce que ça va donner. On a Rafinha qui est là depuis 5 ans. Et bon, disons, il a des prestations en dents de scie, mais on sentait que ça allait. Et nous avons Lewandowski qui était la valeur sûre du club. Lorsque vous regardez ça et que vous nous annoncez que le grand Real Madrid fait venir Kylian Mbappé, on a le sentiment qu'on va être deuxième avec 20 points de retard. Mais dans les faits, on a le plus beau jeu d'Espagne, avec une défense qui est presque la ligne médiane. Quand j'ai vu la défense, le 2e ou 3e match, je me suis dit, mais il est fou, Hansi Flick. Comment il peut jouer aussi haut, en laissant des boulevards derrière? Et finalement, Barcelone est en tête du championnat. Barcelone gagne la Coupe des Rois. Barcelone va en demi-finale et a 2 minutes de pouvoir aller en finale. Je trouve que c'est un bilan satisfaisant. On connaît les pistes d'amélioration, mais quand on regarde l'équipe, aujourd'hui on dit que l'équipe est forte, mais en août, on ne disait pas la même chose. Très bien. Oui, pour le sélectionneur. Oui, enfin pour le coach Hansi Flick, je trouve que tous les supporters du FC Barcelone lui doivent une fière chandelle. Bien. Pour moi, c'est le mariage le plus réussi. Et il faut aussi le rappeler, Hansi Flick voulait aussi venir au FC Barcelone parce que lui aussi était à la relance. Moi, je me rappelle de sa photo d'arrivée parce qu'il arrivait par train de l'Allemagne. C'était pas l'accueil clinquant qu'on réserve à un entraîneur. Je me rappelle de cette photo où il est arrivé à la gare avec son sac, son petit suite de couleur noire. Et
les moqueries fusaient même sur les réseaux sociaux à cette époque parce qu'on mettait en lumière les difficultés financières du FC Barcelone en disant que le FC Barcelone n'avait même pas les moyens pour pouvoir correctement un bon coach. son nouvel entraîneur. Mais après, il a quand même révolutionné cette équipe. Quand vous regardez le mercato des deux équipes et au moment où Kylian Mbappé arrive du côté du Real Madrid, le Real fait la saison qu'il a eu à faire la saison écoulée et vous dites qu'il n'y aura pas photo, il n'y aura pas de match entre le Real et le FC Barcelone et que d'entrée, le championnat serait plié. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Il a complètement révolutionné cette équipe. Je ne sais pas si c'est le manque de stars en griffe de stars absolues, je veux dire, dans le vestiaire du FC Barcelone qui lui a facilité la tâche, mais son discours est passé. Et quand vous prenez des jeunes comme Pau Cubarsí et tout, mais tenir cette défense du FC Barcelone comme ils le font, c'est du grand art. La manière dont ils l'ont maîtrisé, la manière dont l'équipe a assimilé les principes de jeu même. Dans ce flic, c'est inédit pour une première saison. Parce que c'était une saison de transition. Normalement, cette saison devait être la saison de transition. Et la performance qu'on a eue du FC Barcelone cette saison, on l'aurait eu la saison à venir, qu'on dirait, OK, il a pris le temps de mettre en place son jeu, de choisir ses hommes, mais la mayonnaise a tellement vite pris que je n'ose même pas dire que c'est parce que le Real Madrid a déjoué, parce que même en Europe, on a vu que cette équipe s'était transformée en une petite machine à gagner. Et donc, pour moi, Hansi Flick a fait ressortir le meilleur de cette équipe et a même fait oublier les problèmes financiers du FC Barcelone, parce que ces problèmes ne sont pas encore résolus. Xabi a rappelé tout à l'heure la difficulté d'enregistrer un garçon comme Olmo. Lors de ce mercato, il y aura encore des situations pareilles, mais il y a un homme quand même qui est là et qui gère de main de maître, je dirais comme ça, ce club et qui tactiquement montre quelque chose de formidable. Très bien. En tout cas, vous évoquiez le Real de Madrid, c'est l'autre qui a vite quitté la scène. Déjà, quand vous prenez le parcours du Real, est-ce que pour le passionné de foot que vous êtes, c'est également une déception? Je pense que c'est une déception pour les supporters. Mais je pense que pour ceux qui s'intéressent réellement au football, qui regardent les matchs, je ne suis pas étonné de ce qui s'est passé cette année. L'année passée, et je pense qu'on peut dire que la Ligue des Champions soulevée par le Real a été, disons, le fruit de deux grands hommes. C'était Vinicius et Courtois. Mais on savait comment le Real jouait. C'était un 4-4-2, Modric, Kroos, il y avait quand même Kroos qui était l'organisateur du jeu. Nous avions Bellingham, qui était juste à côté, qui se projetait, et Vinicius Rodrigo. C'était simple, c'était minimaliste à mon avis, mais terriblement efficace. Et dans le football, il faut être efficace. Cette année, il y a un nouveau jouet dans la vitrine, Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde, qui a gagné la Coupe du Monde, etc. etc. Il arrive. Et que fait Carlo Ancelotti? Il est obligé de montrer le jouet acheté par son président dans la vitrine. Et là, il change totalement sa tactique, sa composition, et commence à jouer en 4-3-3. Et je pense que ça a totalement déséquilibré l'équipe, tout simplement parce que maintenant, nous avons 3 joueurs devant et Mbappé ne court pas. Et lorsque Vinicius voit que Mbappé ne court pas, il court moins. Et Rodrigo, qui a l'habitude de courir, court moins. Donc nous avons une équipe qui avant était un bloc solide, qui était dominé, mais qui ne rompait pas. Mais tout d'un coup, il y a sur 10 joueurs, 3 qui ne courent plus. Et je pense que ça s'est vu sur le terrain. Lorsqu'on regarde les statistiques, Opta disait que les joueurs qui couraient les moins, les attaquants qui couraient les moins, c'était les attaquants du Real Madrid. Donc je pense que tactiquement, la difficulté a été de pouvoir faire jouer tout le monde. Mais il faut aussi apporter un bémol à ce que je dis. Ils ont aussi manqué de chance. Vous regardez la défense. Militao a pris les croisés, absent toute l'année. Alaba était déjà blessé. Il a été absent la plupart du temps de l'année. Quand il est revenu, vous sentez qu'il n'était pas en forme. Vous regardez Carvajal, excessivement important, qui a eu les croisés. Et Florentino Pérez n'a pas remplacé cela. Il s'est retrouvé à mettre Lucas Vazquez, qui n'est pas l'assurance sous risque latéral droit, Mendy, qui se blesse tout le temps, qui n'est pas fiable. Il a été obligé de mettre Juan Garcia. Et dans l'axe, il a Rudiger, qui a joué avec le genou en compote presque toute l'année. Donc, défensivement parlant, il aurait dû recruter en janvier pour pallier un peu l'absence de cela. Ils ont décidé de ne pas recruter et de faire monter un jeune de la Castilla qui était Asensio.
Donc je pense que lorsque vous regardez tout ça, les déséquilibres déjà globaux au niveau de l'équipe, les non-choix de Carlo Ancelotti et, disons, le manque de chance au niveau des blessures en défense, je pense qu'il est logique que nous ayons ce résultat. Et je pense même qu'il faut féliciter le Real Madrid, je le dis. Ah bon? Parce que le jeu proposé par le Real Madrid, Mais qu'il soit aujourd'hui... Beaucoup ont été déçus quand même. Hein, non, il faut féliciter parce que le jeu que le Real Madrid a proposé cette année, pour moi, c'est le pire jeu de ces 5 dernières années. Mais malgré le fait qu'ils jouent comme ça, ils sont quand même allés en finale de Copa del Rey, ils sont allés en quart de finale de Ligue des Champions et ils sont encore en train de rêver à la Liga. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'on puisse dire, alors que nous savons qu'ils ont un boulevard pour s'améliorer, malgré le mauvais jeu, le Real est quand même là. Si Barcelone joue comme ça, ils sont déjà derrière de 20 points. Parce que vous regardez le Real Madrid, j'ai vu beaucoup de matchs où, honnêtement, face à Getafe, face à Villarreal, face à Osasuna, le Real ne mérite pas de gagner. Récemment, face à Getafe, frappe d'Arda Güler à la 20e minute, j'ai rien vu à part cette action dans le match. Mais malgré ça, ils gagnent les matchs. Depuis février, ils gagnent presque tous les matchs par un but d'écart. 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0. Et aujourd'hui, dimanche, va se jouer un match où s'ils gagnent, ils se rapprochent à un point du leader. Donc je pense que tactiquement, il y a eu de gros manques, mais le Real est le Real. Très bien. Par rapport au Real, oui, par rapport au Real, d'abord les cadres et tout ça, est-ce que Ancelotti a fini de tout prouver, peut-être? Non, pas forcément, mais Ancelotti, c'est un bon politicien. Et qui a su, je dirais, ménager son président du club. Voilà. Parce que, pour moi, l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est un caprice de Florentino Pérez. Le train du Real Madrid était déjà passé pour Kylian Mbappé, à 2 reprises d'ailleurs. Et donc, il fallait coûte que coûte faire une démonstration de force, renforcer cette idée que le Real, c'est d'abord les Galactiques, et faire plaisir aux socios aussi, qui attendaient la véritable star du foot actuellement, qui vient de sortir un mondial fou face à l'Argentine, même si voilà, la France n'est pas allée au bout. Mais pour moi, le foot a des principes fondamentaux. Et quand tu ne les respectes pas, peu importe l'équipe que tu es, peu importe les joueurs qui composent cette équipe, ça se paye cash. Il faut des milieux pour défendre, il faut un milieu pour organiser, il faut des défenseurs aussi pour défendre. Et après, tu as 2 joueurs de talent qui essaient de concrétiser tes actions. Quand tu fausses cette base, peu importe que tu sois le Real, que tu sois le Barça ou n'importe quelle autre équipe, tu passes à la trappe. Et aujourd'hui, on l'a vu. Parce que le Real a eu beaucoup de victoires qu'il doit seulement au talent individuel de ses joueurs, mais pas par l'expression collective. Et le Real a connu aussi beaucoup de contre-performances, mais la raison est toute simple. Le Real rencontre des équipes qui sont cohérentes et organisées. Et à partir du moment où vous avez une équipe compacte, qui respecte, qui est cohérente, qui sait ce qu'elle veut, eh bien, le Real a du mal. Et donc, c'est donc pour ça que le Real a été un tout petit peu largué. Mais il y a quand même le talent qui parle, parce qu'on parle d'une saison moribonde du Real Madrid, mais Kylian Mbappé est quand même à 2 buts de Lewandowski. Même si récemment, Lewandowski aussi s'est blessé. C'est donc dire que le talent est toujours là, mais l'entourage n'est pas bon. Le talent de Vinicius semble s'effriter tout de même. Non, pas forcément. Parce que Vinicius, vous oubliez que c'est le départ de Benzema qui le libère complètement. Parce que Vinicius, c'est un joueur collectif à la base, même s'il sait tout faire. Mais quand Benzema était là, il savait que c'était Benzema le finisseur. Et donc, à chaque fois, il se mettait au service de Benzema. Quand Benzema est parti, il a senti qu'il devait prendre le leadership et aller finir les actions. Quand Mbappé vient, il se dit qu'il va se remettre dans la même configuration qu'avec Benzema. Mais le problème, c'est que Kylian Mbappé n'est pas un neuf. Et que les appels, la disponibilité, la combinaison, cette harmonie qu'il y avait entre Benzema et lui, que Kylian Mbappé n'est pas un joueur qui peut recréer cela. On a vu des palettes où, au moment où Kylian Mbappé doit faire l'appel, il cherche le ballon dans les pieds. Au moment où il doit dézoner, il ne dézone pas. Et c'est quand, voilà, maintenant il faut faire des appels. En fait, lui-même, il réapprend à jouer en numéro 9. Et tout le monde s'accorde à vous le dire.
soit Ancelotti fait un choix fort entre Mbappé et Vinicius, quelqu'un reste au banc. Et récemment, vous avez vu, quand l'un est au banc, l'équipe tourne mieux. Surtout depuis que Carlo Ancelotti a fait revenir le 4-4-2. Parce que c'est le 4-4-2 qui a fonctionné lors du Classico. Et vous avez vu que de tous les Classicos et de toute la saison d'ailleurs, sur ce match-là, le Real a été au complet. Dans le jeu, dans la combativité, dans l'impact, le Real était au rendez-vous. Il a fallu une erreur individuelle pour que Koundé récupère ce ballon et aille battre Thibaut Courtois. Mais vous sentez quand même que ça ressemble au fait à une équipe qui joue ensemble et qui fait des efforts l'un pour l'autre. Mais pour ça, il a fallu revenir au 4-4-2 habituel. Et donc, désormais, il faut arbitrer, ou s'il ne faut pas arbitrer, dans les 3 de devant, il faut que quelqu'un s'en aille. Peut-être Rodrigo, qui est le moins capricieux, qui n'est pas si starifié que les autres. Voilà, et peut-être pour la prochaine Ligue des Champions, les 2 cadres donc, de la Liga, certainement sauront revenir en force. Je pense que oui, il y a des motifs d'espoir des 2 côtés. Déjà, le Real Madrid, on a identifié les difficultés. Il y a déjà Alexander Arnold qui est en train de les rejoindre en fin de contrat à Liverpool. Et on entend parler de rumeurs pour acheter Saliba, acheter beaucoup de noms pour renforcer la défense. Et je pense que Xabi Alonso, qui est présenté comme étant le prochain coach, c'est quelqu'un qui a un football totalement différent de celui de Carlo Ancelotti. Xabi Alonso, avec lui, tu ne cours pas, tu vas aller sur le banc. Et Xabi Alonso a aussi, disons, cette capacité de pouvoir faire des choix. Carlo Ancelotti n'a plus rien à prouver, selon moi. Ah, selon vous? Il n'a plus rien à prouver. Vous regardez la carrière de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, dans les années 2000, il va gagner la Ligue des Champions en 2003 face à la Juventus. En 2005, il la perd avec la remontada de Liverpool, 3-0, 3-3, c'est vrai. En 2007, il est en finale encore face à Liverpool. Donc, il a 2 Ligues des Champions, 3 finales avec Liverpool et 3 finales avec le Real Madrid. C'est quelqu'un qui a démontré qu'il savait gérer les vestiaires de stars. Il savait gérer les égos. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, lorsque vous gagnez avec certaines personnes, il est difficile de faire des choix. Il aurait fallu cette année qu'il mette Rodrigo sur le banc, des fois, qu'il mette Mbappé sur le banc. Mais comment va-t-il mettre Mbappé sur le banc et que le président soit content de lui? Le président, il a mis des millions, c'est vrai, c'est pas sa poche, mais des millions du club pour une prime à la signature, c'est la nouvelle vitrine, les publicités, il est devant, les affiches du club en Asie, la tournée américaine, on l'a mis en avant. Et c'est pas pour qu'après on le voit sur le banc. Donc souvent, ce type d'entraîneur qui veut faire à la fois plaisir aux joueurs, au président, ne fait pas les choix. Et je donne un peu l'exemple, vous regardez en 2009 plutôt, quand Pep Guardiola arrive, il a Deco, il a Ronaldinho, il a tout le monde, mais quand il arrive, il dit je veux ni de Deco, ni de Ronaldinho. Pourtant, c'est des très grands joueurs, mais il fait des choix. Parce qu'il sait que selon le football que lui, il veut jouer, Ronaldinho ne peut pas presser. En même temps, Deco, Ronaldinho n'avait pas gagné avec Pep Guardiola. C'est vrai, il a gagné Richcard. C'est plus facile pour lui. Sentimentalement, c'est plus facile de couper, enfin, de taper du poing sur la table et d'arbitrer. Mais lorsque vous avez à plusieurs reprises des joueurs qui ont sauvé vous-même votre poste d'entraîneur, c'est difficile. Il y a les sentiments. Il y a les sentiments qui se partagent, qui s'y mêlent. Et il a refusé de faire des choix. Ils sont en train de recruter des joueurs en ce moment. Je pense qu'ils ont compris tout ce qu'on a dit. Ces dernières victoires ont démontré que le Real actuel ne peut pas jouer en 4-3-3. En ce moment, la Coupe du Roi, la deuxième mi-temps, ils ont très bien joué. Et ils ont même surclassé le Barça pour la première fois de cette année. Et je pense qu'ils ont compris qu'il va falloir resserrer. Aujourd'hui, vous avez des Tchouaméni qui fait une très belle deuxième partie de saison. Il y a Valverde, il a besoin de Valverde au milieu, mais au même moment, il a Lucas Vazquez sur le côté. Exact. Il faut faire des choix. Si tu mets Valverde sur le côté droit, tu es plus solide, mais au milieu du terrain, il te manque quelque chose. Il te manque les frappes de Valverde de 20 mètres qu'il a l'habitude de mettre chaque saison. Donc je pense que le Real sait ce qu'il faut faire et ils reviendront au top. Barcelone n'a pas beaucoup d'argent. Mais Barcelone. Avant d'embrayer sur Barcelone, je voudrais quand même, par rapport à la venue de Xabi Alonso, je ne sais pas si c'est le meilleur choix. Parce que, comme on le dit, une chose est d'entraîner un vestiaire sans star, avec des joueurs moyens. Et c'est toute une autre histoire d'avoir à gérer des joueurs qui sont des stars, qui ont un ego
surdimensionné. Vous pensez qu'il n'a pas les aptitudes un statut, pouvoir... il n'a pas encore montré. C'est vrai qu'on ne devient pas Mourinho ou Guardiola ou Ancelotti en un claquement de doigts et qu'on doit gagner, on doit prouver. Mais il faut qu'il fasse ses preuves. Et le problème avec des clubs comme le Real, c'est qu'on n'a pas le temps de te laisser faire tes preuves. On veut juste gagner tout de suite et maintenant. C'est ça. Et quand vous sortez même, enfin, quand vous... Et c'est tellement qu'il est conscient de ça. Et puis, oui, bien sûr, lui-même, il a été un ancien joueur du Real, il connaît les exigences du Real. Mais il a du crédit, Xabi Alonso, quand même. Oui, il a du crédit, bien sûr, par rapport au jeu, par rapport à sa philosophie et tout. Ancien joueur, il a soulevé la décima. Et il va aussi inspirer auprès des joueurs du respect. C'était pareil quand Zidane, pour ce qu'il a été. Quand Zidane est venu, voilà, tout le monde le connaît, tout le monde sait ce qu'il a représenté pour le foot et pour Real Madrid. Donc, le vestiaire a été automatiquement acquis à sa cause. Mais pour Xabi Alonso, je ne sais pas si ce sera pareil. Et pour moi, le meilleur profil, c'était que Pérez fasse tout pour faire sortir de sa retraite un garçon comme Jürgen Klopp. Je trouve que lui, il a la carrure qu'il faut pour remettre de l'ordre. Parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est de remettre de l'ordre. Et faire comprendre aux joueurs qu'il y a eu un peu de lassisme, qu'ils ont fait des choses à leur guise. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura un bras de fer incessant tout de même? Justement, on connaît bien Xabi Alonso peut subir ce bras de fer, alors qu'un entraîneur comme Jürgen Klopp peut assumer, peut trancher, peut expliquer et peut rester campé sur sa position. On le connaît. Voilà. Bien évidemment. On va faire rapidement. Bref, par rapport à la Liga, la course pour donc le trophée et tout ça, le match très bientôt est déterminant. Déterminant, ça va être difficile. Barcelone vient d'une élimination, 2 prolongations. Avec une frustration donc. Avec une frustration, 2 éliminations. 2 prolongations plutôt, en Copa del Rey et maintenant en Ligue des Champions. Les jambes se font lourdes, la saison est presque terminée. Il faut gagner la Liga pour pouvoir dire qu'on a fait une excellente saison. Parce que si le Real gagne la Liga, le bilan n'est plus du tout le même. C'est vrai, Barcelone a 4 points d'avance. Si Barcelone perd ce match, ils ont encore 3 matchs derrière. Je pense que Barcelone va rencontrer l'Espagnol Barcelone, va rencontrer Villarreal et finir avec Bilbao à San Mamés. Raison pour laquelle je pense que ce match est déterminant. Barcelone ne doit pas perdre ce match. Mais je suis quand même confiant parce que j'ai suivi un peu les conférences de presse, j'ai suivi un peu. Ils sont conscients que la chose qu'il faut faire pour sanctionner cette année, se rattraper auprès des fans, se rattraper après cette élimination, c'est de pouvoir au moins garantir cette Liga avec un très bon match dimanche pour sanctionner l'excellent travail. C'est 10 mois de travail. La Liga, c'est un championnat et ça démontre que vous avez été le plus régulier cette année. S'il n'y a pas Liga, on n'a pas du tout la même analyse de cette saison. Je pense que les 2 équipes ont des raisons d'y croire. Le Real Madrid a des raisons d'y croire. Ça fait une semaine, ils sont à la maison. D'ailleurs, ils se reposent, ils sont frais. Ils sont frais, ils ne jouent plus 2 fois dans la semaine depuis quelques jours. Ils ont eu le temps de se reposer, ils ont eu le temps d'analyser les faiblesses de Barcelone. Ils ont retrouvé un équilibre. C'est vrai, mais attention, ils n'ont plus de défense, puisque nous avons Alaba qui est blessé, nous avons Rudiger qui est blessé, nous avons quand même Militao, c'est vrai, lui, c'est depuis longtemps qu'il n'est pas là. Ils ont essayé de faire entrer un jeune du centre de formation, ça a été une catastrophe lors du dernier match. Mais il va falloir faire des choix. Soit ils mettent Valverde derrière, ils perdent en cohérence au milieu. Et surtout, et je pense que l'enjeu de ce match, ça va être, est-ce que Arda Güler a la capacité d'être le numéro 10 du Real? C'est dimanche qu'il doit le prouver parce que Carlo Ancelotti ne lui a pas laissé sa chance cette année. Il a toujours mis ailier droit à des positions qui ne correspondent pas à ses qualités. Et dimanche, Arda Güler sera sûrement 10. Et c'est là qu'il va devoir démontrer que l'année prochaine, il faut lui donner les clés du camion. Barcelone devra démontrer que ce qui s'est passé le mardi, disons, était un accident de parcours et que Barcelone reste la meilleure équipe espagnole. Très bien. François d'Assise, oui. Déjà pour moi. La course, la confrontation jusqu'au bout. Oui, la confrontation jusqu'au bout. Et le Barça peut tout perdre. Ça, il faut qu'on le martèle pour que les supporters s'en rendent compte. Parce que ce qui s'est passé avec l'élimination face à l'Inter, les supporters le prennent comme un drame absolu. Parce que, vu le parcours que les joueurs ont fait, il y a eu tellement d'espoir, tellement d'attentes en ce joueur, en cette équipe, que la défaite a été très, très difficile à accepter. Et il n'y a même qu'à voir la déception des joueurs à la fin du match. Les larmes de Rafinha,
de Gavi, de Pedri, de Lamine Yamal. Et de toute la saison, c'est la première fois que le FC Barcelone est dos au mur. Et donc, en sport de haut niveau, il y a ce qu'on appelle la gestion des émotions. Et ça, c'est maintenant qu'on verra comment est-ce que l'équipe peut relever la tête et se sortir du pétrin d'un naufrage. Ça dépend du travail du coach, de son discours, mais ça dépend aussi du caractère de champion des joueurs. Et donc, c'est face au Real, lors de ce match, qu'on verra si l'élimination a vraiment laissé des traces ou pas. Si on l'assimile comme une défaite banale qui fait mal, certes, mais qu'on peut avoir le courage, le cran de se dire « Ok, on est tombé une fois, mais on repart de plus belle. » Et encore, face à qui? Au rival éternel. De tous les temps. Au rival de tous les temps. Voilà. Et donc, occasion de remontrer qu'on en a encore sous le pied. Mais je trouve que ce sera difficile, surtout pour les joueurs, de jeunes joueurs. Parfois, ils ont besoin d'un mental fort. le vestiaire peut s'imploser. On ne sait jamais. Parce qu'on peut ne plus avoir la même envie, le même entrain à l'entraînement, justement. On peut trouver que le rendez-vous principal de la saison a été raté et donc que tout ce qui vient après n'a plus d'importance. Et comme on le dit, le Real a eu beaucoup de repos. Le Real est en train de retrouver une sorte d'équilibre. Et même si le Real n'a plus de défense, comme le soulignait Chabi, je trouve que le Real est habitué à ça. Le Real n'a jamais été complet depuis au moins 2 saisons. En tout cas, vous croyez à cette efficacité du Real. Malheureusement, on ne peut pas passer de Baldé, de Koundé et tout dit Gandhi, mais c'est pas l'habitude du Barça d'être dans cette configuration et de jongler toutes les fois. On a vu Camavinga jouer les latérales, on a vu Tchouaméni jouer défenseur central. Il n'y a pas eu de micmac, de reconversion express de joueurs à des postes différents au niveau du Barça. Donc je trouve que le Real est habitué. En tout cas, on verra bien dimanche voilà, ce que ce match nous présentera comme justement visage. On ne prit pas le temps, mais vous allez dire un mot quand même par rapport au championnat béninois. Vous qui êtes d'ailleurs commentateur à Plus Bénin, Jean-Marie nous permet en 30 secondes, oui, le championnat béninois. Quel est le regard que vous y portez avec les performances aujourd'hui? Bon, écoutez, c'est un regard positif. Pour l'instant, ça fait au moins 3-4 saisons que le championnat est régulier, le championnat va à son thème, les joueurs sont en compétition, on respecte les calendriers et on se calque sur le format international en parlant des dates. Et donc, c'est très bien pour les joueurs qui ont de la régularité, qui ont du football, qui ont du rythme, voilà, et qui aussi arrivent à s'exporter dans la sous-région, parfois pour faire des tests en Europe. Ça peut ne pas être concluant ou pas, mais c'est déjà ça. Il y a une belle exposition des joueurs du championnat grâce à Plus, justement, et donc qui est à l'international. Il y a une plus meilleure organisation par rapport à ce qu'on a vu les années précédentes. Et donc, tout va pour le mieux. Mais maintenant, il faut gagner, je dirais, en talent, en supériorité, pour pouvoir maintenant rivaliser avec la sous-région. Parce qu'on rappelle que le Bénin, pour le CHAN, n'a pas réussi encore une fois à se qualifier, alors que le CHAN, c'est la sélection des joueurs locaux. Et donc ça veut dire que si on n'arrive pas à gagner contre les équipes de la sous-région, c'est que pour le moment, notre championnat est un peu sous-coté par rapport aux pays limitrophes. Très bien. Chabi Aïe, oui. Le professionnalisme, vous le voyez au niveau de notre championnat? Il y a une amélioration forcément. Comme je dis, le respect des calendriers, c'est très important. Je dirais simplement que on a perdu un peu de temps ces dernières années avec surtout la réforme du zonage. Parce qu'à l'époque, je me disais comment on va arriver à avoir 36 équipes de haut niveau sans deuxième division. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui dans une saison de transition avec 2 groupes. L'année prochaine, on aura une première division, une deuxième division, une troisième division. C'est déjà une très bonne chose qu'on soit revenu sur cela. Je pense que c'est bien que le championnat ait de l'exposition. J'ai vu récemment qu'il y avait l'instauration d'une ligue professionnelle désormais. Oui. Le rôle de cette ligue professionnelle, c'est d'améliorer la qualité du produit. Oui. Vous savez, le football, c'est un produit, c'est un spectacle. Il faut attirer les jeunes qui peut-être regardent Real Madrid, Barcelone, etc. Il faut leur donner envie, c'est vrai, c'est pas la même chose, mais il faut leur donner envie, comme en Afrique du Sud, comme en Tunisie, comme au Maroc, de regarder de temps en temps, au moins les résumés de matchs, connaître un peu les stars. Il faut savoir raconter une histoire. Oui. Moi, j'aime bien certains joueurs du championnat. J'aime bien l'attaquant des Panthères, Yarou, qui n'est pas mal, D'Acosta, de l'Espac, etc. Ils ont quand même de bons joueurs. J'aime bien le gardien de Coton Sport.
Hassan Cissé. Oui, c'est ça, le Sénégalais. Hassan Cissé, Voilà. c'est ça. Donc, je trouve qu'il y a quand même des joueurs qui mériteraient de pouvoir, disons, faire qu'on puisse faire des formats spéciaux sur des émissions un peu comme la vôtre pour pouvoir vendre une histoire liée à notre championnat. Mais pour le moment, sur le plan continental, nous pêchons encore. On a été éliminé par Real Bamako récemment, par la SEC, par la S-Douane, etc. Ça veut dire que pour le moment, au niveau des compétitions internationales, il faut déployer encore il faut plus d'efforts. Et surtout, quand vous voyez un peu le travail qui est fait au niveau des académies en Afrique, Born to Shine au Ghana, il y a Génération Foot. Vous regardez au Mali, il y a un jeune qui vient de partir à Barcelone pour 2 millions d'euros, M. Diarra. Il y a quand même un travail qui est en train d'être fait. Je pense que le football, lorsque vous investissez en année 1, c'est peut-être l'année plus 6 que vous allez réellement voir. Très bien. Et donc, il faut déployer des efforts, il faut consentir, il faut de l'investissement aussi. Merci beaucoup, chers invités. Je sais que vous avez beaucoup d'autres choses à dire encore. Chabi Yahi, merci beaucoup. Merci à vous, François d'Assise, donc Aman Siwan, commentateur A+ Bénin. Chabi Yahi, vous êtes passionné de foot et vous êtes également donc, un féru du FC Barcelone. Il faut bien le noter. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de nos discussions en ce qui concerne votre émission Matin Sport. Merci et à très bientôt.